Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, ouais, vous êtes une pépite, Marc. Il y a deux pépites ce soir. Il y a Molly et il y a vous aussi, Marc Sabardey, cofondateur de 3D-Tex. Marc, vous, 3D-Tex a vu le jour en juillet 2021 à Saint-Malo. C'est ça ? Oui, alors merci pour la pépite. On est très heureux d'être une pépite. Vous, c'est pas votre première expérience professionnelle, Marc. Non, c'est vous pas avez ma première expérience professionnelle. Moi, j'évolue dans le monde du textile depuis de très nombreuses années. Vous avez notamment, vous avez démarré chez Kiabi. Ouais, c'est ça. Moi vous aussi, étiez responsable de magasin. Exactement. Non, mais ouais, parcours école de commerce et puis effectivement la distribution qui m'attirait quand même si je venais du marketing. Et vous avez gravi les échelons. Voilà, vous avez j'ai été commencé acheteur. en magasin, puis après j'étais acheteur, chef de produit, chef de groupe, enfin le classique de tout ça. Et puis j'étais un peu frustré par le fait de ne pas maîtriser ce que je faisais. Je pense que Charlotte, elle comprend ce que je veux dire. Et du coup, tout naturellement, j'ai migré vers la fabrication. D'abord, effectivement, en passant chez un donneur d'ordre, en fait, un genre d'agent. Ce qu'on appelle le sourcing, c'est ça ? C'est ça, c'est du sourcing. Ouais, j'ai été du reste directeur sourcing de Umbro et Kawaii pendant quelques temps. Je me suis occupé du sourcing et de la qualité pour ce groupe-là. Et voilà, c'était de se rapprocher le plus possible. Et même ça, c'est pas suffisant. Et on a fini avec mon associé Basile Riquier, avec qui on faisait du sourcing ensemble, par s'intéresser à la fabrication française. Parce que quand on fabrique essentiellement en Asie, comme moi j'ai pu le faire, et comme je le fais encore, à un moment on se dit que le monde il marche sur la tête quand même, de se dire qu'on met tous les jours des vêtements qui ont fait le tour de la Terre une fois, parfois deux fois. Et donc on s'est dit, il reste encore des entreprises en France. Comment est-ce qu'on peut mettre notre savoir-faire, c'est-à-dire d'aller promouvoir, de faire du sourcing pour des grands groupes? Comment on peut le promouvoir des entreprises françaises? On s'est rendu compte très rapidement que les savoir-faire avaient étaient beaucoup partis, contrairement aux Italiens, ils sont beaucoup partis chez nous. On essaye de réindustrialiser, de relocaliser, mais c'est un long travail, c'est un travail de longue haleine. C'est clair. Donc on s'est vite rendu compte que les savoir-faire avaient disparu aussi parce que les formations ont disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus, en tout cas dans la maille, il n'y a plus de CAP de bonnetier, par exemple, ça n'existe plus. Donc si on a des machines, on n'a personne à mettre derrière. Et on a cherché donc, quand on ne trouvait pas d'usine qui nous corresponde, on a cherché à le faire nous-mêmes, tout simplement. Et donc vous avez inventé une machine ? Alors nous n'avons pas inventé une machine, c'est Monsieur Shima, qui est un vieux monsieur japonais, Dr Shima, qui a inventé cette machine initialement pour fabriquer des gants. Et c'est donc une machine qui, au lieu de fabriquer des panneaux comme on le fait habituellement, un vêtement, Charlotte en parlait tout à l'heure, c'est un assemblage de plusieurs morceaux. On fait un patronage, on découpe dans une laise et puis clac, on vient assembler tout ça. Nous, la particularité, c'est que pour faire ça, ça demande en maille énormément de savoir-faire. Et comme le savoir-faire n'est plus là ou est réservé à quelques petits ateliers, il fallait trouver une machine qui soit capable d'assembler elle-même. C'est-à-dire que c'est pas, vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, vous parliez d'imprimante 3D. En réalité, c'est pas une imprimante, ça reste une machine à tricoter. Vous allez pitcher, parce que on va surtout. Non, mais vous allez pitcher 3D-Tex. Alors qu'est-ce que c'est ? Moi, je vois 3D, donc je me dis c'est 3D, mais en fait, je me suis trompée. Donc racontez-nous ce qu'est 3D-Tex précisément. Marc Sabardey, on vous écoute, c'est à vous. Alors 3D-Tex, c'est d'abord une start-up industrielle et aussi une marque fabricante, dont le rêve, c'est de rendre la maille et les vêtements fabriqués en France, accessibles à tout le monde. L'accessibilité, c'est pas uniquement le prix, c'est aussi la disponibilité. Charlotte en parlait tout à l'heure. Trouver des ateliers et avec de la capacité de production, c'est compliqué. Donc c'était de trouver une machine qui permette de produire. Nous avons une capacité de production de 120 000 pièces par an. C'est très peu, mais ça nous place 3e tricoteur français quand même. Derrière Saint-James et Lacoste. Donc ça, c'est très peu, mais à la fois c'est beaucoup. Et pourquoi est-ce que on est une start-up et pas c'est qu'on est parti de nulle part, d'une page complètement blanche. Cela fait plus de 40 ans qu'il n'y a pas une entreprise de textile qui s'est créée en France de toutes pièces. On en a vu fermer, on en a vu reprises, mais des industries qui se sont créées de toutes pièces,
il n'y en a pas d'autres. Merci. Vous êtes prêt à cet exercice du pitch, Marc Sarbardey, fondateur de 3D Text. Donc, si je comprends bien, mais c'est une machine. C'est une machine. Imaginez une machine à tricoter, en général, elle fait des panneaux. Donc, elle va vous faire le devant de votre pull, par exemple. Et vous allez prendre un autre panneau qui va être le dos et vous allez les assembler. Nous, notre machine, c'est 2 machines en une qui sont capables de tricoter en même temps l'avant et l'arrière. Donc sans couture. Sans couture. C'est la machine elle-même qui gère les jonctions entre l'avant et l'arrière. Et pourquoi 3D ? C'est non pas parce que le vêtement est en 3D, tous les vêtements que nous portons sont en 3D, hein, c'est la base, sinon on ne pourrait pas les enfiler. Mais c'est parce que tout le travail de conception du produit, il est fait en volume. En général, quand on fait un vêtement, on appelle ça le patronage ou la mise au point, on travaille de la 2D en 3D. On donne des angles, on donne pour que le vêtement qu'on a travaillé sur un patronage plat, quand on assemble les morceaux, donne un volume. Nous, la particularité, c'est que le volume, il est donné lors du tricotage. D'accord. C'est pour ça que c'est une 3D. C'est aussi 3D parce qu'avec notre système, on rentre les mensurations du mannequin cabine de nos clients. On vient créer un avatar de ce mannequin cabine dans notre machine et on tricote avec la machine. La machine, le programme, tricote le pull, nous donne... Donc vous faites les produits en une seule pièce, oui, sans couture. Sans couture. Et paraît-il qu'il n'y a pas de déchets non plus. Et comme... Parce que c'est précis. Ouais, il n'y a pas de déchets. Pourquoi ? Parce que quand vous coupez, imaginez, vous avez votre patron, vous coupez les morceaux, il y a des trous, quoi. Il y a des déchets de coupe. Et nous, il n'y en a pas. C'est le fil qui fait l'intégralité du vêtement. Vous en pensez quoi autour de la table ? Vous mettez juste le fil dans la machine, vous appuyez sur le bouton et c'est fait. En gros, ouais. En gros, c'est ça. C'est vraiment du très gros, à mon avis. C'est vraiment du très gros. J'ai l'art du résumé et de la synthèse. Charlotte de Fayet, vous êtes la patronne de Molly. Vous connaissiez 3D Text ? Oui, je connaissais 3D Text et je connais cette technique de tricotage. On en fait aussi en Italie. Et c'est absolument révolutionnaire parce que effectivement c'est des pulls qui tombent tout seuls. Après il y a quand même du lavage, il faut mettre la griffe et puis alors il faut parfois mettre un col, etc. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'il y a effectivement aucune perte de matière. Moi je suis allée voir une fois un tricoteur en Italie qui tricotait beaucoup de la maille 3D, notamment des cachemires Loro-Piana à plus de 150 € le kilo, et quand il y a un petit nœud, et ben il rebobine le fil. C'est-à-dire que le pull se redétricote et se remet en cône. Voilà, on détricote pour limiter les déchets, parce que malgré tout, si vous loupez un pull, et ben on détricote un accro, et ben le pull, et on peut le détricoter, le remettre en cône et il repart en pull. Donc cette machine, elle permet de contrôler le coût alors ? Elle permet de contrôler le coût, oui. Et quand je parlais tout à l'heure de rendre la fabrication accessible, ça en fait partie. Limiter les déchets, c'est important. On a été lauréat de l'ADEME parce que nos machines limitent les déchets. Et nous, ce qu'on a ajouté, c'est l'atelier qui ne tourne qu'autour de ces machines-là. Il y a très peu d'ateliers dans le monde qui ne tournent qu'avec des machines comme ça. Et aujourd'hui, on est quand même plus de 40 pour faire tourner tout ça. Parce que, comme le disait Charlotte, il faut laver toutes les pièces. Oui, alors, en analysant la start-up, est-ce une start-up ? Moi, je trouve qu'on est presque plus dans une start-up, là. Pour moi, on n'est plus dans la start-up. Oui, l'esprit est start-up, mais je crois que même chez Charlotte, l'esprit est start-up aussi. C'est clair. Parce que forcément, c'est ça le sujet. On n'est plus véritablement dans la start-up. Moi, quand j'ai étudié, donc, je viens de le dire, votre sujet du moins, j'ai trouvé bien sûr passionnant. Après, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, et je suis pas un spécialiste évidemment, mais je me suis dit, waouh. C'est déjà 45 personnes, vous avez déjà un gros soutien. Hein, on a un gros soutien financier. Énorme soutien financier. Et puis il y a une base de clientèle qui est existante. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas où mes conseils vous mèneront, parce que je ne sais pas si j'ai des conseils à vous donner, parce que vous êtes déjà bien avancé. Donc on a toujours des conseils à donner. Mais c'est vrai qu'en travaillant, j'ai remarqué pas mal de choses effectivement qui prouvaient que vous étiez déjà sur de bonnes rails. Oui. Je ne sais pas si je peux... Mais bien sûr, mais on est là pour échanger. Aujourd'hui aussi, parce qu'on est un atelier en France, et Charlotte disait tout à l'heure, c'est pas facile, il y a des très bons. Nous, notre particularité, donc, c'est qu'on fait des pulls qui sont peut-être un peu plus standardisés, peut-être, que ce qu'on peut faire entièrement à la main. Et du coup, pour nos clients, le type de pull que l'on va proposer, il va avoir une saisonnalité très marquée. Donc on se retrouve avec des pics de production
sur 6 mois de l'année et au moins 3 mois de l'année où on a du mal à remplir. Vos clients aujourd'hui, c'est des grandes industries de la mode? Ce sont des grands distributeurs, oui. D'accord. Je sais pas si je peux donner. Vous pouvez citer, bien sûr, pour qu'on comprenne. On est très proche déjà géographiquement du groupe Beaumanoir, donc à travers des marques comme Bonobo, Cache-Cache, Bréal. On est aussi proche. Après, on travaille aussi pour des gens comme Cézanne, comme le Slip Français, comme Jules, comme voilà, à peu près, on a 17-18 clients, mais on a aussi fait de la fabrication française pour Auchan, parce que c'était aussi leur volonté et la nôtre que de rendre un. Mais ça signifie que quand ces industries, ces marques vous achètent votre savoir-faire, vos pulls, est-ce que sur l'étiquette c'est écrit donc fait en France? C'est noté, oui, fabriqué en France. Fabriqué en France. Oui. Donc vous faites partie souvent fabriqué chez 3D Tex. On fait souvent du jumelage en fait avec des vidéos. Ils viennent tourner chez nous. D'accord. Bon, alors, si vous êtes parmi nous ce soir dans La France Bouge, c'est aussi parce que vous avez des besoins aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous pourriez passer à une étape supérieure, Marc Sabardaï, pour 3D Tex? Alors, c'est justement là qu'on a besoin d'éclairage. Et donc, Philippe, je pense que vous pouvez nous aider là-dessus. Je vais essayer. Ouais, par rapport à ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 mois dans l'année où on n'arrive pas à remplir. C'est vide. Donc, comme tous les autres, on doit s'asseoir sur une marque fabricante. C'est-à-dire comme Lacoste. Un gros client, vous voulez dire? Non, sa propre marque, distribuer sa propre marque. D'accord. Nous avons lancé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, notre propre marque qui s'appelle Cézambre, qui est une île juste en face de Saint-Malo. Et notre volonté, c'est d'arriver à promouvoir cette marque-là. C'est pour combler les 3 mois. Pour combler les 3 mois et aussi pour 3 mois, pour combler les 3 mois dans la. Non mais je plaisante, mais l'idée est sympathique. Ce que tout le monde va comprendre ici aussi, c'est qu'on ne travaille pas avec le même niveau de marge quand on travaille pour soi. Bien sûr, que quand on travaille pour les autres. J'ai vu ça sur votre site. Pardon. J'ai vu ça sur votre site. Avant d'aller plus loin, on travaille. J'ai vu beaucoup d'unis, un jacquard, un pull à motif. C'est différent à travailler. Ah oui, avec plusieurs laines. C'est plus difficile avec des machines comme les nôtres. On peut faire du jacquard, mais alors ce serait du jacquard ou comme ce serait très technique, mais c'est le jacquard le plus facile, c'est celui qui va tomber assez vite du métier à tricoter, ça va être un jacquard flotté, c'est-à-dire que les fils derrière sont pas tenus. Donc là, ce qui vous intéresse ce soir, on peut faire plein de points différents. Mais c'est plutôt des choses unies ou rayures, des choses comme ça. C'est ce que j'ai vu sur que votre des jacquards très compliqués. On peut faire du jacquard, mais c'est pas la force de ces machines-là. Il y a mieux. Donc vous, ce qui vous intéresse ce soir, Marc Sabardaï, et donc vous attendez ça de Philippe Sauce, c'est comment vous êtes en train de changer de métier finalement. On a besoin d'apprendre un nouveau métier. C'est ça. C'est un autre métier. C'est comment apprendre un nouveau métier. Philippe a étudié la question. Oui. On va retrouver Philippe Sauce dans un instant. On va aussi prendre des nouvelles de Caroline Forest pour Forestime, et on va rester avec Charlotte de Fayet, la patronne de Molly, cette très belle marque qui est en train d'être relancée, enfin le 3e chapitre, j'ai bien aimé cette expression, qui est en train d'être ouvert. Et on va d'abord écouter France Gall, Viens, je t'emmène. On se retrouve juste après pour tout ça, tout de suite. Europe 1. 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Et oui, bien sûr qu'on est Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. On n'est plus victime de la mode comme le chantait MC Solar dans les années 90. C'est pour ça qu'on en parle aussi ce soir. On est avec la patronne de Molly, MO2LI. Je vous invite à aller faire un tour sur les réseaux sociaux. C'est très très beau. On est avec Charlotte de Fayet ce soir sur Europe 1. Nous sommes avec Marc Sabardaï, le cofondateur de 3D Tex. 3D Tex, je peux dire que c'est une machine. Non, il n'aime pas. J'essaie, il m'a bloqué avec mon imprimante 3D. Est-ce que vous voulez que je résume? Allez, Benjamin. C'est une machine où on met un tissu, on appuie sur le bouton et ça fait un vêtement. Mais effectivement, c'est un système de production absolument révolutionnaire qui met la technologie au service de l'habillement, tout simplement. Et preuve en est avec tous les très beaux clients que vous avez, des clients très prestigieux pour lesquels vous fabriquez donc des pulls et
et de la maille. Mais je reviens sur la mode. On n'a pas envie forcément d'être à la mode. On revient vers ce qu'on appelle ce fameux quiet luxury, c'est-à-dire cette mode tranquille, intemporelle, où on n'a plus besoin de réfléchir pour s'habiller. On en parlait, je vous raconte tout en écoutant France Gall. Charlotte de Fallay, quand est-ce qu'on peut avoir un dressing où on ne réfléchit plus? Il faut venir chez Molly. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on en parlait pendant la pause. C'est que moi, j'ai pas envie de passer un quart d'heure le matin à choisir ma tenue. Et pourtant, j'ai envie d'être bien habillée parce que je trouve que c'est important quand on a des rendez-vous et quand on n'est pas toujours satisfait. Et ça joue beaucoup sur son mindset. Tout à fait. Et voilà, et moi je racontais que je suis très jalouse quand je vois mon mari s'habiller en 4 minutes chrono parce qu'il a son costume avec sa chemise et voilà, et c'est parti. Et en fait, c'est un peu ça l'idée de Molly, c'est d'offrir des ensembles en maille. Après, on les dépareille comme on veut évidemment, mais l'idée de base, c'est un ensemble avec un haut, un bas, de la même couleur ou pas, on peut tout mélanger. Et l'avantage de la maille, c'est que c'est très pratique, c'est très confortable, c'est souple, et voilà. Et donc ça s'adapte à nos vies modernes. Ouais, et ben ça c'est très bien vu. Ça nous parle tout de suite. Sauf à toi, Benjamin. Benjamin, tu nous as avoué pendant la musique. Je m'habille effectivement en 4 minutes chaque matin, mais c'est parce que le dimanche, je prépare mes 5 tenues de la semaine. Mais ça, c'est extraordinaire. Hein. On va tous prendre exemple. Moi, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Parce qu'il y a l'inspiration. Vous avez sûrement des dimanches un peu plus sympas que les miens. Il y a la météo. C'est peut-être ça aussi. Non, mais j'aimerais tant être organisée. Ça fait partie de mes résolutions. On est dans cette maille, dans ce tricot, comme on dit. D'ailleurs, le tricot revient en force, paraît-il, Benjamin, même chez les jeunes. Oui, notamment depuis les périodes des confinements, il y a 3-4 ans. Explosé. Exactement, vous avez la jeune génération qui a eu du temps pour apprendre à faire ses habits à la main. Il y a même eu un regain des ventes de machines à coudre en 2020. Et il y a même des jeunes influenceurs qui s'emparent du tricot sur les réseaux sociaux pour prodiguer des conseils pour apprendre à monter une maille, par exemple. Et tricoter, ça peut... Vous savez Non, je ne sais pas tricoter. Ouais, moi non plus. Non. Mais Louise Morin, t'allais faire un tour dans les rues de Paris ce matin au micro Europe 1 et elle a demandé si ces personnes, si elles savaient tricoter ou coudre. Écoutez. Est-ce que vous savez tricoter, coudre? Oui, couture et crochet et tricot les bases. J'ai appris toute seule et je pratique plus trop, mais je pratiquais à l'époque quand j'avais 20 ans pour faire des vêtements et me détendre à la fois. Quand j'étais petite, je tricotais et je me souviens du point mousse. J'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit, mais c'est un vrai souvenir d'enfance. Ma grand-mère tricotait, nous faisait des pulls. Ma mère tricotait. Elle avait plein d'aiguilles avec des tailles différentes. Oui, je fais de la couture depuis 2 ans à peu près. En fait, j'ai appris parce qu'on m'a offert une machine à coudre et donc j'avais cette envie de coudre et j'ai appris toute seule sur internet. Et j'avais pas forcément non plus le budget pour prendre des cours parce que je trouvais ça vite cher. Surtout que la couture, ça représente quand même un budget. Il faut acheter les tissus, le matériel, etc. Donc, j'ai commencé par des projets plutôt débutants comme une banane, ce genre de choses. Ou alors je cousais des cotons démaquillants. Et maintenant, j'arrive à faire des projets un peu plus aboutis, comme des vestes, des pantalons, ce genre de choses. Voilà, non, comme quoi... Le démaquillant, le coton démaquillant... Vaut mieux le laver régulièrement. Et c'est un connaisseur qui en parle. Nous sommes toujours avec Marc Sabardaï, le cofondateur de 3D Tex. Marc a des besoins, il nous le disait tout à l'heure avant la pause. Il a des beaux clients, ça fonctionne bien, il a trouvé sa technique, sauf qu'il y a 3 mois de l'année où il ne se passe plus rien. Donc il a décidé de fonder sa propre marque de vêtements qui s'appelle Césambre, selon cette même technique, avec votre technologie. Donc c'est le moment d'écouter les précieux conseils de Philippe, parce que là, vous êtes en train de demander des conseils pour apprendre un nouveau métier. Absolument. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors Philippe Sauze, que pouvez-vous lui conseiller à Marc ? Alors, avant de conseiller Marc, je voudrais qu'il soit sûr de ses forces, si je peux me permettre 2 minutes. J'ai surtout bien évalué la force des hommes, déjà au nombre de 3 à la tête de l'équipe. J'imagine que Charlotte, elle parlait tout à l'heure de sa styliste. C'est important d'être un certain nombre pour pouvoir partager déjà. Je crois que c'est fondamental. Donc, vous y êtes parvenus et ça, c'est bien, avec une solide expertise tous les 3 dans chacun de vos domaines. Donc, ça, c'est... Donc, être bien entouré. Bien entouré. Ça, c'est majeur, mais c'est ce que je retiens aussi de ce que racontait Charlotte. C'est-à-dire qu'elle a su aller, vous avez su aller chercher la bonne équipe. Je l'ai constitué petit à petit, mais effectivement, c'est important d'avoir les bonnes personnes dans leur sujet.
Là-dessus, un outil industriel, on en a parlé, j'y reviendrai pas, donc ça c'est super. De l'ambition, et je crois que vous avez eu des grosses démarches puisque vous avez été lauréat de l'appel à projet, première usine, etc. Oui, donc France 2030 également. France 2030 surtout, surtout. Ouais. Donc ça c'est assez unique. La solidité aussi capitalistique est importante pour votre futur, et je vais y venir, parce que j'ai vu, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais 25% du capital était le groupe Beaumanoir. C'est toujours le cas. Toujours le cas, donc ça c'est une belle assise aussi. On n'est pas du tout dans la start-up là, on est complètement dans la boîte bien installée. Voilà, on est vraiment installé avec une belle structure, etc. Et on en arrive au lancement d'une marque propre. Qui est tout à fait autre chose. C'est Ambre, donc là on sent l'ancrage breton, je vais y revenir tout à l'heure. Mais ça c'est un nouveau métier, donc c'est marrant que vous parliez de ça, parce que j'avais noté déjà un nouveau métier, c'est différent. Charlotte, elle a fait L'Oréal, a fait des grands groupes. Vous aussi, vous avez connu aussi des grands groupes. Et c'est vrai que un nouveau métier, ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend aussi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est jamais très évident. Et alors maintenant, mes conseils. Alors, le conseil, pour moi, c'est quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez avec Cézanne, qui en termes de sonorité, ça fait beaucoup Cézanne aussi. Cézanne, Cézanne. Faudra faire attention à ça, qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux. Je pense tout de suite qu'il faut positionner la marque immédiatement afin de l'ancrer dans son univers. Et comme l'a fait Charlotte, mais elle s'était déjà préparée d'avance, mais elle continue de travailler là-dedans, c'est vraiment être différent. Voilà. Et quand je trouvais... oui, c'est ça. Lancer une marque, c'est se différencier. Sinon, on est noyé. Voilà. Il y en a trop. Donc, vous avez déjà une gamme très large, un peu stéréotypée en termes de couleurs. Peut-être aller plus loin en termes de couleurs, mais ça après, là je suis vraiment dans le détail, mais vous avez certainement des idées là-dessus. Élargir le champ local. Alors on sait que vous êtes breton, Là on sent que l'entreprise est bretonne et tout, mais quand on veut vendre en France, il faut ouvrir un tout petit peu, j'ai rien contre les Bretons, bien évidemment pas, mais je pense qu'il faut ouvrir un tout petit peu le côté régionaliste pour aller vers du national et pour pouvoir aller plus loin. Et les marques dont vous avez cité tout à l'heure le nom, notamment Saint James, ils sont allés plus larges, ils sont allés plus grands, à la fois dans la gamme. On embrasse Luc Le Sénécal, un autre coach, un confrère. Voilà, oui, pas mal. Bien sûr. Et puis ensuite, je ne sais pas si Charlotte le fait pour Molly, mais je pense que ce serait important de prendre un ambassadeur. Trouver un ambassadeur qui porte vos vêtements, c'est toujours bien. Vous avez la chance d'être au Sable d'Olonne. Il va y avoir le Vendée Globe Challenge qui va partir prochainement. Je pense que c'est des choses, des figures, quoi. Il faut incarner aussi. Son ancienne entreprise, L'Oréal, incarne aussi avec Je le vaux bien, toutes ces femmes multiculturelles. Je pense que dans ce domaine-là, il faudrait aussi donner un angle d'attaque. Un élan. Tout à fait d'accord. Il a pris les notes, Marc Sabardeil. Je prends toujours des notes. Le cofondateur de 3D Texte. Charlotte de Fayet, Molly, c'est qui? Ça veut dire quoi? Alors, je me suis posé la question. Je suis tombée sur une vieille carte d'un client, je crois, des années 30, où il y avait écrit Mollig avec un G. Et apparemment, en allemand, ça veut dire doux, agréable et chaud. Alors peut-être que ça pourrait venir de là. Puis c'est tellement facile à retenir, ça aussi, parce que je rebondis par rapport à Cézanne, où c'est très ancré. Mais Molly, voilà, on le retient. Beaucoup l'écrivent avec un Y, c'est notamment universel. Le jeune homme à l'accueil, à qui j'ai dit, vous pouvez mettre un I. Bon, il ne connaît pas Molly, on va l'excuser. Mais oui, c'est une facile. Comment vous voyez, parce que c'est un métier, vous, c'est relancer une marque, mais il n'empêche que c'est comme si vous la lanciez, parce que pour les femmes, ça n'existait pas. Donc, vous avez lancé la ligne femme. Comment vous voyez dans 10 ans, Charlotte de Fayet ? Alors, si j'aimerais en fait continuer à ouvrir des boutiques parce que j'aime l'expérience d'achat. Là, il y en a 3 pour l'instant. Là, il y en a 3 avec je considère le Bon Marché où on est aussi comme une boutique, c'est nos vendeuses et vraiment exactement à Paris et vraiment nos clientes sont multi-boutiques. Donc, je voudrais continuer à ouvrir des boutiques parce que j'aime la vente, la rencontre avec le produit, l'expérience d'achat en retail. Donc plutôt, je pense, grande ville que dans le monde, plutôt que partout en France. Bien sûr. Donc choisis. Stratégie des petits pas. Les petits pas. Et puis quand même accélérer online. Et en fait, je voudrais accélérer sur les 3 axes, clairement, sur le retail, le wholesale. Et parce que là où on vend en wholesale, donc chez des revendeurs, on vend aussi en ligne. C'est-à-dire que l'américaine à Boston qui a découvert la marque dans une boutique multimarque, ensuite elle achète aussi en ligne. D'accord.
D'accord. Donc c'est une très belle manière de développer la notoriété de la marque. Mon rêve absolu, pour tout vous dire, ça serait d'avoir un atelier R&D internalisé. Parce qu'en fait, toute cette recherche de points de maille, c'est très ça prend du temps, et puis c'est des choses qu'on a envie de créer presque en interne, et c'est quelque chose qu'on sous-traite, qui est fait main dans la main avec les ateliers avec lesquels on travaille, et je trouve que ça pourrait être intéressant de l'internaliser, de le mettre en avant, parce que finalement, les gens adorent voir les coulisses. C'est vrai. Et ça fait partie de l'histoire de la boîte. Exactement. Et c'est parce que c'est vraiment un travail de co-développement avec l'atelier. C'est vraiment beaucoup d'allers-retours, plein d'échecs, plein de succès, etc. Et l'internaliser serait mon rêve. Donc, ça voudrait dire relocaliser à 100% aussi en France. Alors, ça serait juste avoir 2 ou 3 machines sur lesquelles on peut faire des échantillons de mailles, voire même un prototype en labo. Exactement. Un labo hyper créatif. Vous pouvez aller à l'IFM, il y a un labo extraordinaire avec des machines à tricoter main, essentiellement, et machines. Et en fait, j'aimerais même prendre des étudiants qui développent des nouvelles techniques de maille, etc. Donc, donner un sens aussi à tout ça pour voilà, développer ce savoir-faire, l'internaliser, le faire savoir vis-à-vis des clientes. C'est essentiel. Nous, on fait presque la démarche inverse. Bah oui, c'est ça. Nous sommes des fabricants et nous voulons devenir une marque fabricante. Vous êtes une marque et vous voulez devenir une marque fabricante. Oui, et c'est essentiel. Et on fait aussi du tourisme industriel, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent visiter notre atelier. Et dans ces cas-là, ça crée du lien, ça crée de l'histoire, effectivement. C'est très important. Non, je voulais juste rajouter très rapidement, parce qu'on va quand même passer un coup de fil. Il y a Caroline Forest, je crois, qui est déjà en ligne. Pour 3D Tex, je pense vraiment que c'est vraiment intéressant cette démarche d'aller vers le site internet. Oui. C'est ce qu'on recherche. Beaucoup plus que la boutique. Vous nous donnerez que la boutique propre. Vous nous donnerez des nouvelles, Marc Sabardey.